Le monde de la musique country perd une de ses idoles. Glen Campbell est mort. Glen Campbell, chanteur et musicien, était un des plus grands noms de la musique country. Derrière sa simplicité se cachaient des émotions très profondes. Bilan de sa carrière, plus de 45 millions de disques vendus, 27 chansons en tête des classements et 10 Grammy. Je ne suis pas la seule à dire que mon père est un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Un jour, Van Halen m'a dit « Tu pourrais demander à Glen de me donner un cours ?» Mais Glen Campbell est un homme torturé. L'alcool le rendait narcissique. Et quand il prenait de la cocaïne, il devenait presque démoniaque. En 2011, on lui diagnostique la maladie d'Alzheimer. Il ne comprenait plus rien de ce qui se passait. Ça me brisait le cœur. 6 ans plus tard, le 8 août 2017, Glen meurt des suites de la maladie d'Alzheimer dans un centre d'accueil thérapeutique à Nashville, Tennessee. La maladie d'Alzheimer est une forme répandue de démence, un terme générique utilisé pour désigner les maladies neurodégénératives. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mort de la maladie d'Alzheimer, cela signifie qu'elle a déclenché un trouble mortel, car en elle-même, la maladie ne tue pas. Donc, je veux découvrir ce qui a pu déclencher la maladie chez Glen et observer le mécanisme physiologique qui l'a conduit à sa mort. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. La maladie d'Alzheimer provoque des lésions du tissu nerveux en raison d'une accumulation de protéines tau et amyloïdes. Avec le temps, cette accumulation de protéines empêche d'accomplir des tâches ordinaires telles que se déplacer, avaler et se nourrir. Même si cette maladie détruit les cellules cérébrales, elle n'est pas mortelle. Ce sont les complications liées au déclin des fonctions cognitives qui provoquent la mort. Donc, je vais utiliser toutes les informations que j'ai à disposition pour découvrir comment Glen a développé la maladie et ce qui a fini par le tuer. 30 novembre 2012, Napa Valley, Californie. 4 ans et 9 mois avant la mort de Glen. Ce soir-là, le musicien de 76 ans donne un concert afin de promouvoir son dernier album, Ghost on the Canvas. Je suis Glen Campbell. Dieu vous bénisse. Kim, la 4e épouse de Glen, est dans les coulisses. Ashley, sa fille de 25 ans, est sur scène avec lui et l'accompagne au banjo. Il était incroyable. Et j'étais aux premières loges. Comme j'étais juste derrière lui, je pouvais le regarder faire tous ses solos de guitare. C'était une leçon à chaque fois. La tension est palpable, car il s'agit de la première grande tournée de Glen depuis qu'on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. J'avais tellement peur que personne ne veuille se déplacer pour voir le concert d'un homme atteint d'Alzheimer. Mais en dépit de la maladie, la tournée est un triomphe. Les places se sont arrachées. Et dès que Glen entrait sur scène, les gens se levaient pour l'applaudir. La tournée a commencé il y a 15 mois, mais ce soir-là, les symptômes de Glen sont particulièrement envahissants. Il était agité, et pour une raison que j'ignore, il s'est mis à crier contre le groupe. Il n'était pas content et il se plaignait. Ça a été un concert difficile pour lui, je crois. Mais le public a adoré. Tant mieux. Ce soir-là, on a réalisé qu'il était temps de raccrocher la guitare, de rentrer chez nous et de se préparer à la suite. Merci, merci infiniment. Vous êtes géniaux. La maladie d'Alzheimer se développe lentement et empire au fil des années. On a déterminé 7 stades de la maladie. Et il semble qu'à ce moment-là, Glen en était au 3e, à savoir une démence légère due à Alzheimer. Glen montre non seulement des troubles de la mémoire, mais aussi du comportement. Il est irritable.
Pourtant, certaines personnes peuvent vivre 20 ans avec la maladie, et Glenn aurait pu sans nul doute bénéficier des meilleurs traitements. Alors, que s'est-il passé pour qu'il meure seulement 6 ans plus tard? Monsieur Campbell, quel genre de petit garçon était Glenn? C'était un bon petit gars de la campagne. Glenn Travis Campbell, né le 22 avril 1936 à Billstown, Arkansas, de John Wesley Campbell et Carrie Stone. Glenn a eu une enfance très modeste à la campagne. Les Campbell sont des exploitants agricoles d'origine écossaise et irlandaise. Et Glenn est le 7e d'une famille de 12 enfants. On peut dire qu'on a eu la vie dure, jusqu'à la fin des années 30. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. On avait de quoi manger et on s'entendait bien. Dans ce foyer uni, la musique est une histoire de famille. Ils venaient d'une famille de musiciens. C'était leur loisir à eux. Le soir, tout le monde s'asseyait sur le porche pour jouer de la musique et chanter. Comme Glenn montre un certain talent, la famille lui offre une guitare à 5 $. Glenn avait un don. Il pouvait tout jouer à la guitare. Un talent qui allait permettre au jeune Glenn d'échapper au destin tout tracé de fermier. À 14 ans, il rejoint le groupe de son oncle, The Sandia Mountain Boys, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il était constamment en train de jouer et d'apprendre en écoutant les plus grands. Il admirait particulièrement Django Reinhardt. Il l'écoutait en boucle en essayant de copier son style. C'est comme ça qu'il est devenu un maître du picking. 2 ans plus tard, Glenn devient père aux côtés de Diane Kirk, son amour de jeunesse. Quand on a 16 ans et qu'on met une fille de 15 ans enceinte, on fait ce qu'il faut et on l'épouse. Mais leur fils est prématuré et meurt à 2 semaines. 1 an plus tard, sa fille Debbie voit le jour, mais Glenn est avant tout absorbé par sa carrière. Papa était tout le temps sur les routes et maman ne voulait pas de cette vie-là. Donc ils ont divorcé quand j'avais 4 ans, il me semble. En 1959, quelques mois après son divorce avec Diane, Glenn épouse Billie Jean Nunley. Ensemble, ils auront 3 enfants. Maman adorait danser. Elle dansait le swing et papa jouait dans un club. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, dans les clubs d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et sa transition rapide d'une épouse à l'autre ne manque pas d'étonner. Je ne sais pas si Glenn avait peur de se retrouver seul, ou bien s'il pensait qu'il devait absolument se marier. Il cherchait sûrement à reproduire la relation entre grand-mère et grand-père. C'était le genre d'homme qui avait besoin d'une femme à ses côtés. Une fois son premier divorce prononcé, Glenn se remarie très vite. Alors pourquoi si vite? À mon avis, c'est parce qu'il a besoin de la famille, de la sécurité et de la stabilité qu'elle procure. Tout ce qui entoure le mariage lui donne cet ancrage dont il a besoin. Ce n'est donc pas tant la personne qu'il recherche que la relation elle-même. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est remarié si vite. À cette époque, le talent musical de Glenn commence à être remarqué et on l'encourage à s'établir à Los Angeles. Il est rapidement devenu l'un des guitaristes de studio les plus recherchés du pays. Il faisait partie du Wrecking Crew. The Wrecking Crew est un groupe informel de musiciens très convoités. On avait les meilleurs musiciens, les meilleurs cuivres, les meilleurs choristes, la meilleure bassiste. Tout roulait très bien. Il a joué sur tous les tubes des années 60, que ce soit Elvis ou Dean Martin, The Mamas and the Papas, les Beach Boys. Rien que pour l'année 1963, Glenn Campbell participe à 586 enregistrements studio. C'était sans doute le meilleur guitariste au monde. Son souhait le plus cher, jouer ses propres chansons. Alors, tout en travaillant comme musicien de studio, Glenn enregistre ses albums solo accompagnés du Wrecking Crew. Sa musique reçoit un accueil mitigé jusqu'en 1967, année où il enregistre un album et une reprise intitulée Burning Bridges, qui se hisse directement parmi les 20 meilleures chansons country de l'année. Il avait le don de ressusciter les chansons. Il choisissait des morceaux composés par d'autres, mais qui n'avaient pas marché. Et grâce à sa manière de les interpréter, il en faisait des tubes incroyables.
Il avait une voix magnifique, très pure, et beaucoup d'humilité dans son jeu. Ce n'était jamais surfait avec du chant partout. Derrière sa simplicité se cachaient des émotions très profondes. Puis, Glenn se produit à la télévision. Il a commencé dans le Summer Brothers Mother Show. Il s'est rapidement fait remarquer et on lui a donné sa propre émission. Glenn Campbell Good Time Hour. Glenn devient l'un des rares musiciens country à toucher le grand public. Il construit petit à petit sa légende avec des tubes comme Rhinestone Cowboy ou Wichita Lineman. En un an, il bat les records de vente des Beatles et en 2012, le monde de la musique lui rend honneur en lui décernant un Grammy pour l'ensemble de sa carrière. C'était un guitariste bourré de talent, mais aussi un incroyable chanteur et un homme de scène. Il savait tout faire. Automne 2012. Centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles, Californie. 5 ans avant la mort de Glenn. 1 an après le diagnostic, Kim accompagne son mari pour faire un bilan de la maladie, comme elle le fait régulièrement. Chaque jour présentait son lot de difficultés pour Glenn. Se repérer chez lui, retrouver les toilettes, chaque seconde était un défi. Votre mémoire a décliné depuis notre dernier rendez-vous. Par conséquent, je vous propose d'augmenter la dose d'Aricept pour voir si ça peut aider. Certaines études ont été faites là-dessus et ça pourrait booster un peu les fonctions cognitives. D'accord? Augmenter la dose vous aidera. Ça aidera ta mémoire. La mémoire de Glenn déclinait, ce qui est un symptôme typique de la progression de la maladie d'Alzheimer. Actuellement, il n'existe aucun traitement pour guérir cette maladie, mais l'Aricept est un médicament qui peut temporairement atténuer les symptômes et améliorer la mémoire. Ce médicament stoppe la décomposition de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. Au vu de la progression de la maladie chez Glenn, je voudrais d'abord découvrir ce qui l'a provoqué. Et un événement particulier dans les premières années de sa vie a retenu mon attention. Glenn a 4 ans lorsqu'il tombe d'un pont en voulant se rendre à l'épicerie. On avait inventé un code à l'époque. Si on sifflait, c'est qu'on était en danger et il fallait rappliquer. Lyndall, le frère de Glenn, arrive quelques minutes plus tard. Il s'est noyé. Et s'il n'y avait pas eu Lyndall, notre grand frère, il n'aurait sûrement pas survécu. Il serait mort. Mais Lyndall savait faire le massage cardiaque. Il l'avait appris à l'école. Il a sauvé la vie de Glenn. Avant d'être réanimé, le cerveau de Glenn a été gravement privé d'oxygène. On appelle cela l'hypoxie. Les effets sur le cerveau sont appelés hypoxie cérébrale, et un lien a été établi avec l'apparition de la maladie d'Alzheimer. On estime ainsi que la réduction de l'afflux sanguin augmente les dépôts amyloïdes qui détruisent davantage les neurones. Sans suivi médical, et vu le jeune âge de Glenn au moment de l'hypoxie, il est difficile d'affirmer une corrélation entre ces facteurs. Mais d'autres aspects du passé de Glenn semblent avoir joué un rôle plus probable dans sa mort. Au vu des archives, je vois que Glenn prenait encore du plaisir à enregistrer et qu'il avait l'air en forme physiquement. Pour lui, la musique agissait probablement comme une thérapie naturelle. Depuis longtemps, la recherche a établi que la musique active une large zone du cerveau et qu'elle peut stimuler l'activité neurologique. La zone du cerveau, activée pour la mémoire musicale, est différente du lobe temporel sollicité pour la mémorisation classique, ce qui la préserve plus longtemps de la neurodégénérescence. La musique peut donc avoir des effets physiologiques et améliorer les fonctions cognitives, ce qui est bon pour la santé de Glenn. Mais j'ai découvert dans ses habitudes quelque chose de nocif qui a pu augmenter le risque de contracter Alzheimer. J'ai toujours dit que je ne fréquenterais jamais un fumeur. Mais j'ai rencontré Glenn Campbell et il adorait fumer des cigarettes. Il a dû commencer à 12 ans. Il fumait du tabac, même si ce genre de choses peut vous détruire physiquement. Quand notre deuxième fils, Shannon, a eu 4 ans, on lui a diagnostiqué de l'asthme. Alors Glenn a dit « Ça y est, j'arrête ».
Et du jour au lendemain, il s'est arrêté. Une étude réalisée auprès de plus de 20 000 hommes a démontré qu'une forte consommation de tabac, soit environ 60 cigarettes par jour à l'âge de 50 ou 60 ans, pouvait doubler les risques de contracter Alzheimer. Même si Glenn fumait régulièrement, le fait qu'il ait réussi à arrêter aussi rapidement à 49 ans m'incite à penser que ce risque ne devait pas être très élevé chez lui. Pour autant, j'ai trouvé un autre élément du passé de Glenn qui a pu jouer un plus grand rôle dans la contraction de sa maladie: l'alcool. Au début des années 60, Glenn s'installe à Los Angeles. Lui qui a grandi dans la pauvreté gagne désormais un revenu très confortable. Il est passé des champs de coton à la ville millionnaire. C'est très rare pour un gars de la campagne. Après les enregistrements en studio, c'est au bar que les musiciens tissent des liens d'amitié. Généralement, on ne boit pas d'eau pétillante ou du soda quand on veut sociabiliser. Les gens s'imaginent avoir besoin d'alcool pour ça. Ce genre de travail n'est vraiment pas facile. Alors on boit un verre de temps en temps, puis tous les soirs. Ce genre de moment ne se produit pas une fois par semaine, mais tous les soirs. Et avec le temps, on finit par forcément associer l'idée de détente avec l'alcool. Ce n'est donc pas surprenant si Glenn Campbell a développé une certaine dépendance à l'alcool. Et quand il s'agit d'alcool, Glenn brouille les pistes auprès de ses amis. Il m'a dit qu'il avait arrêté de boire avec un verre de vin à la main. Je lui ai dit « Et ça alors ?» Et il m'a répondu « C'est juste du vin !» Il tenait ce genre de raisonnement. Si la carrière de Glenn est au beau fixe, ce n'est pas le cas de sa vie de famille. Billy, sa deuxième femme, ainsi que leurs 3 enfants supportent mal la vie de bohème. Il partait de plus en plus en tournée. C'était difficile pour sa femme, parce qu'elle s'est retrouvée seule à la maison avec 3 enfants. Je pense que ça a contribué à leurs problèmes de couple. Et plus tard, ils ont fini par divorcer. Après son second divorce en 1976, Glenn se met à boire sans limite. Heureusement, son entourage est décidé à l'aider. Je m'assurais qu'il n'y ait pas de mini-bar dans les chambres d'hôtel où on descendait. Et s'il cherchait une bouteille quelque part, je prenais soin de bien la cacher, qu'il ne la trouve pas. On est devenus les anges gardiens de mon père. Mais Glenn a sa propre stratégie pour arriver à ses fins. Mon père essayait de cacher des bouteilles là où il pensait que personne ne les trouverait, comme derrière les WC ou sous l'évier. Peu importe où c'était. Je trouvais systématiquement sa cachette. J'étais douée à ce petit jeu. Mais je voulais surtout le protéger. On commence à observer chez lui un comportement répandu chez les alcooliques. La dissimulation, la manipulation. Les gens qui l'aiment ont bien compris qu'il avait un problème avec l'alcool. Et donc, comme souvent, ils essaient de mettre des barrières pour l'empêcher de boire. L'autre aspect de la dissimulation, c'est la honte. Mais à ce stade de l'addiction, pour Glenn, le besoin de boire est plus fort que tout. Les personnes qui consomment beaucoup d'alcool ont plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, contrairement aux personnes qui en boivent modérément. En effet, l'alcool affaiblit la résilience du cerveau et peut réduire sa capacité à compenser face au développement d'une maladie neurodégénérative telle qu'Alzheimer. D'ailleurs, je vois que les problèmes d'alcool de Glenn l'ont suivi toute sa vie. Tout le monde savait qu'il avait un problème, sauf lui. Le 24 novembre 2003, à 67 ans, le penchant de Glenn pour la bouteille est mis sur la place publique. Après une partie de golf, Glenn boit trop, beaucoup trop, avant de prendre le volant pour rentrer chez lui. Apparemment, il était tout seul et il a embouti 2 voitures garées là. Il a frotté la carrosserie sur les côtés. Mais le problème, c'est qu'il est parti sans demander son reste. Il a sûrement paniqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. La police est rapidement mise au courant du délit et vient arrêter Glenn à son domicile. Certains types, notamment de la campagne, deviennent agressifs quand ils boivent un coup de trop. Ils n'hésitent pas à envoyer un crochet aux policiers.
Après coup, le policier a dit « Glenn, je t'aurais même pas mis une amende ». Glenn est arrêté et accusé de plusieurs délits, y compris de voies de fait graves. Votre nom, s'il vous plaît. Glenn Travis Campbell. Plaidez-vous coupable ou non coupable au chef d'accusation, à savoir excès de vitesse et conduite sous l'influence de l'alcool, ainsi qu'un délit de catégorie 1. Coupable. Il a passé 10 jours en prison. Il s'en voulait énormément. Il faisait peine à voir. Un autre aspect problématique de l'abus d'alcool de Glenn est que sa consommation a pu masquer les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. Or, un diagnostic précoce peut aider à mettre en place un parcours de soins ou un traitement médicamenteux qui atténuera les symptômes. Par conséquent, je ne peux pas écarter le rôle de l'alcool dans le développement de sa maladie et comme facteur possible de son déclin si rapide. De plus, le Dr Hunter a découvert que derrière l'addiction de Glenn à l'alcool, le chanteur en cachait bien d'autres. Début de l'année 2014, dans la maison familiale de Nashville, Tennessee, 3 ans avant la mort de Glenn. L'état du chanteur s'est dégradé sous l'effet de la maladie. À la maison, la situation devient incontrôlable. Beaucoup de personnes souffrant d'Alzheimer deviennent violentes. J'avais 22 ans de moins que lui. Donc, s'il commençait à s'énerver et à montrer les poings, je pouvais facilement éviter ses coups et m'enfuir. Mais une fois, Glenn a pris un couteau et il l'a pointé sur moi de façon menaçante. À ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur. On ne peut pas leur en vouloir, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il existe 7 stades de la maladie d'Alzheimer. Et il semble qu'à cette époque, Glenn en était au 5e, la démence modérément sévère. Les troubles de l'humeur observés par ses proches, notamment l'agressivité, sont devenus plus visibles. Mais j'ai découvert un autre élément du passé de Glenn qui a pu jouer un rôle dans le développement de la maladie et le retard de diagnostic, la cocaïne. J'ai commencé à remarquer que Glenn prenait de la cocaïne à la fin des années 70, peut-être à partir de 1976. Et c'est allé de pire en pire. Beaucoup d'amis de Glenn venaient de la scène country, comme Roger Miller ou Johnny Cash. À cette époque-là, tout le monde gobait des pilules. Il faisait comme tout le monde à l'époque. Il n'avait pas assez de volonté pour dire non. Il avait une personnalité sujette à l'addiction. Ça l'a probablement encouragé à adopter ce genre de comportement. Si Glenn parla ouvertement de ses addictions plus tard dans sa vie, l'artiste n'a pas toujours assumé ses actes auprès de ses proches. Je l'ai accompagné au Midnight Special Show pour l'épisode avec George Benson. Il faisait très froid là-bas. Donc j'ai pris le blouson de mon père pour me couvrir. Et en mettant la main dans sa poche, j'ai trouvé de la cocaïne. Quand il est sorti de scène, je l'ai vu très agité tout à coup. Il m'a dit « Donne-moi ma veste, mon cœur, j'ai froid ». Alors je lui ai dit que j'avais trouvé sa cocaïne. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il était bien accroché. Il prenait plus de coke que n'importe qui pendant la période qu'on a appelée le LA Blizzard. Autrement dit, l'époque où tout le monde en prenait. Il avait un vrai problème avec ça. L'abus de cocaïne sur la durée peut causer toute une série de problèmes physiques, notamment en rétrécissant les vaisseaux sanguins, ce qui réduit le flux d'oxygène vers le cerveau. Parmi les nombreuses complications liées à la drogue, il y a l'atrophie cérébrale. C'est un facteur de risque dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Et je constate que l'addiction de Glenn à cette substance a duré plusieurs dizaines d'années.
Il est possible que la cocaïne ait masqué les signes avant-coureurs d'Alzheimer, puisque les changements neurologiques liés à la maladie peuvent affecter l'humeur et le comportement. Lorsqu'il était euphorisé par la drogue, Glenn aimait exposer ses réflexions religieuses en détail à quiconque se trouvait près de lui. Il lisait des passages de la Bible à tout va. C'était assez ironique vu qu'à cette période, il était dans la plus extrême confusion. Quand il a eu sa période religieuse, il m'appelait à 2 ou 3 heures du matin et se mettait à prêcher, à me dire ci et ça. Alors je répondais « Mais Glenn, je suis juif !» Dans ces cas-là, nous, ses proches, on ne pouvait que l'écouter en hochant la tête. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Mon père était contre la violence. Alors il ressentait le besoin de prêcher contre ça. Alors quoi? Dieu ne vous intéresse pas? La religion joue un rôle intéressant dans l'histoire de Glenn Campbell. Peut-être avait-il un sentiment de culpabilité en se comparant à la Bible et en ne se jugeant pas à la hauteur. Ce n'est pas surprenant qu'il partait dans ses grands prêches quand il n'était pas sobre. Toute sa vie, il a été animé par ses croyances religieuses, même souterraines, qui ont dicté son comportement. L'addiction de Glenn à la cocaïne durera des dizaines d'années et aura un effet sur toutes ses relations sentimentales, notamment sur son troisième mariage avec Sarah Barg en 1976. Je pense que la toxicomanie de Glenn a eu raison de Sarah. Ça la mettait profondément en colère et elle avait du mal à le supporter. C'est ce qui a détruit leur couple. Après 4 ans de mariage, Sarah s'en va avec son fils. Glenn se retrouve à nouveau célibataire. Mais pas pour longtemps. Glenn raconte qu'il a prié et que Dieu lui a donné Tanya Tucker. En 1980, Glenn entame une relation houleuse avec Tanya Tucker, une chanteuse country de 21 ans. Mais dans le couple, amour rime avec cocaïne. Ils sont tous les deux musiciens et consomment de la drogue et de l'alcool. Je voyais déjà où cette relation les mènerait. Droit dans le mur. 12 mois plus tard, le couple se sépare. Glenn se remarie presque aussitôt. En 1982, il épouse Kim Woolen, une danseuse des Rockets du Radio City Music Hall de New York. Mais son addiction à la cocaïne ne le quitte pas. Quand Glenn prenait de la cocaïne, c'était bien pire que l'alcool. Ça le rendait presque démoniaque. Le schéma se répète dans la vie de Glenn. Il rencontre une jeune femme dont il s'éprend très vite, puis ils se marient et ont des enfants. Mais avec Kim, les choses sont un peu différentes. Elle a joué un rôle plus important sur sa vie, en exerçant un contrôle qu'aucune de ses partenaires précédentes n'avait exercé. On a très vite surmonté ces démons parce que je n'étais pas prête à supporter son manège. Kim lui a posé un ultimatum en disant « Soit tu décroches, soit je pars ». Apparemment, elle comptait plus pour lui que la cocaïne, parce qu'il a arrêté. Enfin, il a le déclic. Il voit enfin le lien entre sa manière de traiter les gens et de se traiter lui-même, et les problèmes que ça lui attire. Et il finit par changer radicalement de comportement. J'étais un poivreau, un cocaïnomane et un abruti à cette époque. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? Le Seigneur. Je lui ai demandé son aide et vous savez quoi? Il me l'a apporté. Délivré de l'emprise de la cocaïne, Glenn aura 3 enfants avec Kim. Mars 2015, centre d'accueil Abe's Garden, Nashville, Tennessee. 2 ans avant la mort de Glenn. L'état de santé du musicien s'est considérablement dégradé et vivre chez lui n'est plus possible. Nous avons intégré un centre spécialisé dans les troubles de la mémoire. C'est devenu une nouvelle famille pour nous. Mon père est allé vivre dans ce centre vers la fin de sa vie. J'allais le voir, je restais près de lui et je lui jouais des chansons.
La plupart du temps, il ne se rendait pas compte que j'étais là. Mais parfois, pendant 20 secondes, il battait la mesure avec le pied ou me regardait. Alors ça en valait la peine. La musique restait une passerelle entre nous. Les témoignages sur la maladie de Glenn indiquent qu'à ce stade, il avait développé une aphasie primaire progressive. C'est une forme de changement neurodégénératif causé par Alzheimer, qui affecte le langage des patients. Ainsi, ils ne peuvent plus comprendre les autres, ni communiquer correctement. Vers la fin, c'était difficile d'obtenir une réaction de sa part. Il regardait dans le vide et n'était pas conscient de ce qui se passait autour. Si on lui mettait une guitare entre les mains, il ne savait pas quoi en faire. Il la regardait et la posait. C'était vraiment triste. Il est évident qu'à ce stade, la mémoire à court terme de Glenn n'est pas la seule touchée. Sa mémoire à long terme le quitte également. Ce sont des symptômes difficiles à vivre pour les proches du malade, mais ils ne sont pas mortels. De plus, Glenn était parfaitement pris en charge dans cette institution. Il me reste donc à découvrir ce qui a tué Glenn Campbell. L'auteur-compositeur-interprète Glenn Campbell est mort le 8 août 2017 après avoir été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer. Le médecin légiste Michael Hunter va à présent examiner l'ensemble des paramètres médicaux entourant la mort de Glenn. Jusqu'ici, j'ai observé les risques qu'ont pu présenter 40 ans de tabagisme, d'alcool et de cocaïne sur le déclenchement de la maladie d'Alzheimer chez Glenn. Quelques mois avant sa mort, Glenn était devenu aphasique, le signe d'un recul des capacités de langage à mesure que la maladie progresse. J'observe aussi qu'à cette époque, d'autres fonctions normales de Glenn ont commencé à se dégrader. Juin 2017, centre d'accueil Ebbs Garden, Nashville, Tennessee. 6 semaines avant la mort de Glenn. Le chanteur perd peu à peu ses capacités motrices. Au bout d'un moment, il ne pouvait plus manger tout seul. On l'aidait à se nourrir, mais passé un stade, il ne pouvait même plus mâcher. Il gardait la nourriture dans sa bouche et il la recrachait plus tard. J'ai appelé le médecin de Glenn. Je voulais avoir son avis personnel. Et il m'a dit que Glenn en était au dernier stade de la maladie. J'ai encaissé la nouvelle. C'était terrifiant d'entendre ça. Au 7e et dernier stade de la maladie d'Alzheimer, que l'on qualifie de démence très sévère, les fonctions cognitives continuent de se dégrader, jusqu'à influer de plus en plus sur la mobilité, la motricité et les capacités physiques. En effet, Glenn ne peut plus communiquer, ou alors par bribes de mots incohérents. Il a aussi besoin d'aide pour manger et pour son hygiène. Quand les capacités cérébrales déclinent, ce sont les complications qui en découlent qui provoquent la mort. La complication la plus courante étant la pneumonie par aspiration. Cette complication survient quand la nourriture ou de l'eau descend dans la trachée plutôt que dans l'ésophage, pouvant endommager ou infecter les poumons et provoquer une pneumonie. Cette infection provoque une inflammation des poumons. Ceux-ci se remplissent de pus ou de fluides qui vont empêcher la respiration, ce qui peut évidemment être fatal. Juillet 2017. Centre d'accueil Ebbs Garden, Nashville, Tennessee. 2 semaines avant sa mort. L'état de Glenn se dégrade rapidement. Pour finir, au stade très avancé de la maladie, les personnes ne savent plus respirer. À la fin, il avait beaucoup de mal à respirer. En voyant mon père comme ça, j'ai su qu'il n'avait plus que 2 semaines. Quand les malades atteignent ce palier, ils n'ont plus de qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est que Glenn ne souffrait pas. Leur esprit n'est plus là, mais leur corps est encore là.
Et leur âme aussi. Alors, on continue de les aimer, forcément, et on veut qu'ils se sentent bien. La maladie d'Alzheimer est un long processus neurodégénératif. Glenn a désormais atteint un stade critique de la maladie, où son cerveau ne sait plus comment respirer. N'oublions pas que Glenn arrivait à la fin de sa vie. Et je suis certain que des méthodes pour lui garantir une fin de vie paisible ont été mises en œuvre. 7 août, un jour avant la mort de Glenn. La veille de la mort de Glenn, 2 musiciens de l'Orchestre symphonique de Nashville sont venus jouer. J'ai entendu une mélodie magnifique, juste devant la chambre de Glenn. Alors j'ai ouvert grand la porte et la musique s'est engouffrée. C'était tellement beau et paisible. À ce moment-là, j'ai pensé que cette musique était un parfait cadeau du ciel pour Glenn et pour tous ceux qui étaient là. « 8 août 2017, le jour de la mort de Glenn. La famille de l'artiste s'est réunie pour lui faire ses adieux. Quand on a compris qu'il ne restait plus beaucoup de temps, j'ai appelé toute sa famille, ses enfants, pour les informer de la situation. Et beaucoup sont venus pour vivre ce moment avec lui. Il était quelque part dans un autre monde, mais il était heureux. Il n'a jamais souffert. Mon père n'a pas souffert. C'est une pensée réconfortante. Ses enfants étaient autour de lui et lui tenaient la main. Quand on anticipe la mort d'un être cher depuis tellement de temps, on se demande à quel point ce sera difficile le moment venu. Et finalement, la douleur était beaucoup plus aiguë que ce que j'imaginais. À 10h30 du matin, Glenn Campbell s'éteint. J'ai pu être avec lui jusqu'à son dernier souffle. Je remercie le ciel de lui avoir épargné cette situation plus longtemps, de l'avoir libéré de cette maladie et de nous avoir donné la force à nous de traverser cette épreuve, parce que ça a été long et difficile. Mais il est mort en paix. J'en suis très reconnaissante. Glenn Campbell est mort. Le musicien a sorti des dizaines de tubes ainsi que sa propre émission de télévision. Plus tard, son combat contre la maladie d'Alzheimer a inspiré le public. Ça a été de très longs adieux, vous savez. Cela faisait déjà plusieurs années que mon père ne parlait plus. Pendant des années, on communiquait sans les mots. Il était prêt. Pour tous les gens touchés par cette maladie, on sait que l'issue est inévitable. C'est une maladie incurable. Alors quand elle finit par prendre le dessus, que les gens ne peuvent plus fonctionner correctement, on se dit, il est temps maintenant, il est vraiment temps. Au 7e et dernier stade d'Alzheimer, Glenn ne pouvait plus utiliser le langage. Et ses capacités physiques s'étaient aussi dégradées. Ses muscles étaient devenus rigides. Et il a perdu certains réflexes cognitifs, notamment la capacité à avaler et à respirer. C'est la perte de ces fonctions essentielles qui a fini par le tuer.
Cependant, j'ai découvert un autre élément du passé de Glenn qui pourrait bien expliquer pourquoi il a été frappé par cette cruelle maladie. Les problèmes d'addiction de Glenn étaient de notoriété publique, et je ne peux pas les écarter entièrement. Mais j'ai découvert un autre élément qui a pu jouer un rôle dans l'apparition de son Alzheimer. Un élément qui, cette fois-ci, échappait à son contrôle. Une prédisposition familiale à la maladie. À la fin de sa vie, oncle Boo avait Alzheimer et grand-père souffrait aussi de démence. Glenn m'a parlé de son grand-père, que tout le monde décrivait comme un homme adorable, gentil, tendre. En tout cas, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Et là, il était devenu colérique et irascible, sans que personne ne comprenne pourquoi. C'est tout à fait symptomatique de la maladie d'Alzheimer. 2 oncles de mon père ont eu Alzheimer quand ils étaient encore assez jeunes. Si la maladie est génétique, c'est possible qu'il l'ait eu comme ça. Dans la majorité des cas d'Alzheimer, il est relativement rare que la maladie soit due à l'héritage génétique. Mais dans le cas de Glenn, cela me paraît possible. Certains de ses proches ont souffert de démence précoce. Ainsi, une famille porteuse du gène présente beaucoup plus de risques d'être touchée par la maladie. On considère que la démence est précoce lorsqu'elle touche des personnes de moins de 65 ans, soit entre 40 et 50 ans. Glenn a été diagnostiqué en 2011 à 74 ans, mais j'ai établi précédemment que sa consommation d'alcool et de cocaïne a très bien pu empêcher un diagnostic précoce. Ainsi, Glenn aurait pu être âgé d'une quarantaine d'années lorsque les premiers signes sont apparus. Dans cette archive, Glenn essaie d'expliquer sa chanson Rhinestone Cowboy, mais oublie les paroles. Et le deuxième couplet parle d'amour. Comment ça fait déjà? Un sourire? Et ensuite, j'ai un trou. À 44 ans, on peut attribuer son trou de mémoire à l'alcool et à la drogue. Mais cela pourrait aussi bien être dû à un Alzheimer précoce. Cette piste paraît solide, mais difficile à confirmer en l'absence de tests génétiques poussés sur la famille de Glenn. La démence est l'un des grands défis sanitaires de notre époque. Et la maladie d'Alzheimer est de loin la maladie neurodégénérative la plus répandue. De nos jours, nous vivons plus longtemps. Le plus grand risque pour les malades d'Alzheimer est donc le grand âge. Bien que la maladie soit incurable, je suis convaincu que dans le cas de Glenn, l'alcool et la cocaïne ont accéléré la progression de la maladie et, au vu de sa prédisposition importante, ont pu masquer les signes avant-coureurs et empêcher de prendre des mesures pour la ralentir. Toutefois, cela en dit long sur le talent et la force de Glenn, qui, malgré cette maladie cruelle, a continué à se produire en tournée, à jouer de la musique et à donner du bonheur à des millions de fans. Mon père a toujours dit qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un musicien. Et c'était un musicien hors pair. C'était un des plus grands guitaristes de tous les temps. J'ai non seulement perdu un ami proche, mais le monde a perdu un artiste extraordinaire. Je remercie ma bonne étoile de m'avoir fait croiser son chemin. Vraiment. Je pense qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme d'un homme de foi, qui aimait les gens, qui aidait les autres et qui avait un cœur d'or. Le monde a perdu une légende de la musique quand il est décédé. C'est indéniable. Il n'y aura plus jamais de Glenn Campbell.